je suis une femme, je vais avoir 60 ans, je suis médecin. Je suis infirmière de coordination au réseau Océane. Je m'appelle Angélique, j'ai 31 ans, je travaille dans le secteur associatif et je suis bénévole d'accompagnement de personnes malades et en fin de vie depuis 2 ans. Je suis François Maillu, je suis bénévole d'accompagnement en soins palliatifs. J'interviens depuis 18 ans à l'Institut Curie. Je m'appelle Karine Rioli, j'ai 38 ans, je suis bénévole à l'ASP depuis 2011. Je travaille en tant qu'hôtesse sur les trains suisses. Je suis Laurent, je suis bénévole depuis 4 ans au sein de l'ASP fondatrice. Précédemment, j'exerçais dans le milieu bancaire où les relations humaines m'ont fait grand défaut. Je m'appelle Vincent, je suis comédien, chanteur. Je m'appelle Marie-Pascale, j'ai 59 ans. J'ai toujours été attirée par les patients les plus complexes et les plus vulnérables parce que je trouvais que c'était probablement eux qui avaient le plus besoin qu'on réfléchisse énormément pour leur apporter des soins de qualité. Ce qui m'a poussée à m'orienter vers les soins palliatifs, c'est la recherche de sens de mon métier, le contact avec les gens et puis être vraiment dans l'organisation des soins à leur écoute. C'est leur projet, c'est eux qui dictent ce qu'on va faire. Donc c'est à chaque fois du nouveau, un nouvel accompagnement, une nouvelle histoire. J'ai été très touchée au décès de mon père que j'ai accompagné. Je ne me rendais pas compte qu'on pouvait être vraiment seul devant la mort. Pourtant, il était entouré. Ça m'a posé des questions et j'ai eu envie d'aller vers les soins palliatifs. Je me suis dit, je vais tenter de faire 2 mois de bénévolat. Finalement, au bout de ces 2 mois, j'ai eu très envie de continuer. Je ne me suis pas vue arrêter. J'ai une sœur qui a été très malade et on a eu beaucoup de discussions sur justement le besoin d'avoir quelqu'un à côté, la solitude, la maladie. Ma sœur m'a beaucoup encouragée à faire cette démarche. Quand mon père est tombé malade, j'ai eu ce déclic de me dire il faut que je m'investisse dans quelque chose qui soit en corrélation avec ce que j'attends, puisque j'étais très déçue de l'accompagnement qu'il n'a pas eu et des conditions dans lesquelles il a dû s'éteindre. Une envie d'être utile, une envie d'aider. J'ai pensé que je pourrais être vraiment utile à cet endroit-là. J'ai choisi de faire de l'accompagnement à domicile puisque j'avais besoin de créer un lien permanent avec la personne, de pouvoir plus la connaître. Chaque semaine, du coup, on peut prendre des nouvelles, on peut cheminer aux côtés de la personne. En fait, on évolue à son rythme. Je trouve ça plus constructif, en tout cas pour moi. Dans l'accompagnement à domicile, on est comme une invitée. Et petit à petit, les choses progressent au fur et à mesure des visites. Pour moi, l'accompagnement à domicile est quelque chose d'indispensable aujourd'hui, aussi bien pour la personne malade que pour leurs proches. C'est leur offrir un espace de répit. On fait appel plutôt volontiers aux bénévoles chez des personnes qui sont isolées, chez des personnes qui sont dans ce besoin de transmettre, dans ce besoin de parler. En tout cas, moi, systématiquement, je propose à ces gens-là le passage des bénévoles. Il y a une rencontre, on va déjà essayer de voir si la personne souhaite rester chez elle, son environnement, les symptômes, est-ce qu'elle souffre de douleur, de détresse respiratoire, est-ce qu'il y a une anxiété massive, est-ce qu'il y a une famille dans un conflit total, est-ce qu'elle souhaite que la porte soit ouverte, est-ce qu'au contraire, elle souhaite la laisser fermée et qu'on a déjà du mal à rentrer en tant que professionnel. Tout ça va rentrer en ligne de compte dans les propositions qui vont être faites. La maladie, c'est très envahissant. Il y en a, alors là, ils veulent parler que de ça, des symptômes. On est vraiment dans le transit, dans la douleur, etc., dans l'angoisse, dans la peur. Et puis, il y a d'autres personnes qui veulent absolument éliminer. C'est une intruse, la maladie. Donc, et là, on a une porte ouverte à ce moment-là pour faire intervenir réellement des non-professionnels de santé qui ne va pas s'adresser à l'autre comme un malade, bien sûr, puisqu'il n'est pas professionnel de santé. Il va s'adresser à l'autre comme à un autre. Et pour certaines personnes, c'est évident que c'est une bouffée, c'est une respiration. La première chose que l'on fait quand on pousse la porte de la chambre de la personne qu'on va accompagner, c'est de se présenter. Tout simplement, c'est d'initier le contact. Pour préciser, nous n'accompagnons pas que des personnes qui sont en fin de vie. Entrer dans la chambre, s'approcher d'elle, je me présente, bonjour, je suis François, je suis bénévole. Est-ce que vous souhaitez que je reste un peu avec vous ?
c'est presque une communication non verbale. C'est la façon dont on va se tenir, c'est les sourires qui vont s'échanger ou pas, pour pouvoir bien comprendre si on doit accompagner ou si on doit s'éclipser. Et ensuite, on écoute. On accueille la parole de la personne qu'on accompagne si elle a envie de parler. Et puis parfois, on se tait, tout simplement. On accueille le silence. Il faut le faire avec beaucoup d'humilité. On n'est pas là pour apporter des choses, on est là pour accueillir des choses. Et c'est une posture de donner et recevoir qui prévoit un échange qui est rempli d'humanité et qui est encore vivant. Le bénévolat en soins palliatifs, c'est d'être le plus neutre possible et le plus disponible possible pour que la personne puisse raconter ce qu'elle a envie de raconter. Après, il y a des témoignages, mais il y a aussi des personnes qui sont en colère, il y a aussi des personnes qui sont tristes. On a envie de ne pas être intrusif, donc on essaye d'être discret, de ne pas poser des questions sur ce qu'on peut voir, que ça vienne en fait de la personne. Il faut s'adapter aux circonstances, c'est-à-dire que je trouve qu'aussi il faut avoir du feeling. Il faut vraiment être à l'écoute de l'autre, pas forcément que la parole, mais aussi ce qu'il y a derrière. Ça change à chaque fois, donc on s'adapte et on est le plus attentif possible. Les soins palliatifs à domicile, c'est la richesse d'être chez soi, dans son environnement, à son rythme, avec ses proches. Notre objectif, c'est de respecter le souhait, les droits et le souhait d'une personne. C'est pas avoir des soins palliatifs à domicile qu'on veut, c'est vivre. Mais la personne, elle dit pas je veux des soins palliatifs, elle dit moi je veux rester chez moi. Et à nous tous, soignants, professionnels de santé, société, j'allais dire, de tout mettre en place. Il y a de nombreux dispositifs pour permettre à cette personne de rester chez elle. Et pour permettre à cette personne, dans cette situation complexe, avec cette pathologie, de rester chez elle, c'est un dispositif de soins palliatifs qui va se mettre en place. Mais ça part toujours de la personne. Je pense que la fin de vie, c'est un moment très particulier de la vie, dans lequel les personnes qui sont malades, qui sont en fin de vie, ont besoin d'avoir quelqu'un à leur côté. C'est un moment suspendu où la personne peut oublier sa maladie. Je pense que le bénévole, c'est cette personne qui est disponible, qui n'a pas de lien d'amitié, qui vient avec une écoute sans attente, sans jugement, avec simplement bienveillance. On arrive avec une page blanche, avec sa présence, et puis on laisse l'autre la remplir. En fait, c'est des personnes qui ont tout simplement envie de transmettre des souvenirs, de partager des anecdotes, de parler d'autres choses que de la mort. Et évidemment aussi, il y a des personnes qui ont besoin de partager leurs angoisses, leurs peurs, leurs réflexions vis-à-vis de la fin. En tant que bénévole, on est effectivement confronté à la rencontre des proches. Alors dans certains cas, on sent que le proche ne veut pas qu'on approche de trop son malade, dirais-je. Des fois, ça se dénoue et les proches vont trouver, voire un soulagement à pouvoir aussi parler avec nous. Et l'idée, c'est aussi de ramener du pouvoir au malade. Lui donner au moins la possibilité de dire non dans un endroit où il est énormément soumis à beaucoup de contraintes. Ça fait partie de la liberté que l'on donne finalement aux personnes qui accompagnent, ou voire à la personne elle-même en fin de vie, de pouvoir dire non. Merci dans le meilleur des cas, mais parfois juste non, sortez. C'est une liberté qu'on offre, parce qu'on ne va pas dire non ni aux infirmières, ni aux médecins, ni aux professionnels de la santé, mais à nous, on peut dire non. La maladie, ça arrête, ça isole. L'existence, la possibilité de faire appel à des bénévoles, c'est une ressource qui est extrêmement importante, justement parce qu'ils sont ce que nous ne sommes pas, donc pas professionnels, pas de la famille. Ils sont ce qu'on ne peut pas apporter. Et la reconnaissance de la société, le fait d'être présent, à l'écoute. Quand on va faire appel aux bénévoles, on est dans la question de l'humanité, de la relation individuelle et pas obligatoirement citoyenne, plutôt humaine. L'accompagnement à domicile par des bénévoles devrait pouvoir être proposé à la personne et que la personne s'en saisisse ou pas. Les bénévoles, c'est une ouverture aussi sur la possibilité d'avoir plus de présence, plus de réassurance, la possibilité pour les proches de se dire « je vais souffler, je culpabilise pas, il y a quelqu'un ». Je peux aussi m'exprimer avec les bénévoles qui sont présents à la maison. Et puis pour la personne, être aussi accompagnée plus longtemps, différemment, avec la possibilité de parler à quelqu'un qui est neutre
On peut avoir de la colère avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas avoir avec ses proches. L'intérêt d'un bénévole ou d'une bénévole dans le cadre d'un accompagnement d'une personne qui est chez elle, c'est de ne pas être professionnel de santé et donc de ne pas renvoyer à la personne en continu sa maladie. Parce que tout professionnel de santé, même le plus empathique, le plus bienveillant, même si on n'a pas de blues, il va quand même arriver avec sa casquette de professionnel et renvoyer en continu la maladie. Quoi qu'il fasse, puisqu'il vient pour la personne, mais pour la personne malade. Le bénévole, il vient pour la personne. Ce que je vis dans mon bénévolat, c'est essentiellement la relation à l'autre. C'est-à-dire que je rencontre une personne qui a son histoire, sa culture, et je viens avec ma propre histoire et ma propre culture. Ça donne aussi un sens à ma vie de pouvoir m'investir dans cette cause. On sait ce qu'on reçoit, mais on ne sait pas ce qu'on donne. Donc moi, je sais ce que je reçois et je reçois beaucoup de témoignages, d'expériences. Donc c'est un enrichissement de pouvoir échanger avec un humain et dans ce moment-là qui est vraiment vrai, où on n'est plus dans le paraître, mais beaucoup plus dans l'être. Ça fait 18 ans que je fais de l'accompagnement. Je suis toujours touché par la confiance. Ce sont des moments rares. Je me sens privilégié de pouvoir vivre ça. Être bénévole m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Grâce à ça, d'ailleurs, j'ai même pu accompagner des personnes de ma famille. En fin de vie, je pense que je ne l'aurais jamais fait avant. Je me suis rendu compte que ça me permettait de rencontrer des personnes que j'aurais pas pu rencontrer dans un autre contexte. On se sent déjà très utile, on se sent paradoxalement très vivant. On vit des moments assez uniques, assez riches, forts en émotions. Et on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Je pense que c'est donnant-donnant, en fait, ce type de bénévolat. Il y a des rencontres qui sont riches et assez pittoresques. Je me souviens d'une femme qui était très maîtresse d'elle-même, hein, qui ne voulait absolument pas parler de sa pathologie, qui était très investie certainement dans sa vie sur un plan syndical, qui tutoyait d'emblée et qui essayait de vous amener sur un terrain des fois un petit peu politique. Donc on essaye de rester dans une neutralité et en me disant une fois, mais de toute façon ça t'intéresse pas, toi, tu t'en fiches, etc. Et puis un jour le contact il s'est établi parce que je suis entrée dans sa chambre, elle écoutait une émission, puis elle avait l'air très attentive et pendant une demi-heure j'ai écouté son émission avec elle et le fait que je me sois assise et que j'ai partagé ce moment-là avec elle a créé le lien. Je pense à un monsieur qui était un artiste de cirque, si je me souviens bien, et qui faisait le tour du monde. Et je ne sais pas pourquoi je lui rappelais quelqu'un de son passé. J'ai jamais compris qui, mais en tout cas, il m'a vu et il a explosé en sanglots. Et donc, j'ai été tellement touché que j'ai pleuré avec lui et finalement, ça nous a fait rire. Voilà, on a partagé pendant une demi-heure uniquement des larmes et l'humour de la situation. Mais c'est incroyable, j'y repense avec beaucoup de tendresse. J'ai eu une expérience forte avec une dame que nous avons suivie pendant 3 ans. Je dis nous parce qu'on est toujours en binôme. C'était des grandes discussions où c'était intéressant de voir le regard de cette personne. On sent que la vie était encore là et on sentait qu'elle avait envie d'imprégner toutes ces images en elle. Et c'était très fort. J'ai déjà aussi une personne qui adorait chanter, qui ne chantait plus depuis des années et qui a profité d'avoir quelqu'un avec qui elle pouvait avoir un petit peu confiance et elle a sorti ses livres de paroles et on a chanté des chansons ensemble. J'ai eu l'occasion d'accompagner une jeune femme d'une trentaine d'années. On partait de chez elle. Et à petits pas, nous allions jusqu'au jardin des plantes. Elle avait besoin de s'allonger sur l'herbe, alors elle s'allongeait, moi je faisais de même. Voilà, nous étions l'un à côté de l'autre. Je ne sais pas en fait si je lui apportais quoi que ce soit. Je n'en sais rien, mais j'étais là. Parmi les accompagnements que j'ai pu faire à domicile, ça a été sans doute le plus intense. Je me souviens d'un monsieur que j'avais rencontré dans un service de pneumologie qui écoutait de la musique et qui dansait dans les couloirs. Il avait juste pu prendre son petit baladeur MP3
Et il n'avait pas de vêtements, il n'avait pas de change, il avait rien. Et moi, à la fois, j'avais un regard triste sur lui, de me dire mais c'est triste de n'avoir plus que ça. Et en même temps, la force qu'il avait d'avoir simplement cette musique, pour lui, cette force que ça lui donnait. On sentait qu'il était bien à ce moment-là. Je pense que des craintes, on en a toujours. Parce que si on n'en avait pas, on n'entendrait plus en fait ce qui se passe. Ma plus grande crainte, c'est ça, c'est de ne pas pouvoir sentir qu'une personne a besoin de parler, mais de ne pas trouver les bons mots ou le bon moment. Ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas être conscient de ce qui est en train de se jouer. De ne pas me rendre compte que la personne est polie et accepte ma présence par simple politesse. Ou au contraire, de ne pas me rendre compte que justement par politesse, elle a peut-être peur de prendre de notre temps, donc elle va dire « oh non, c'est pas la peine ». Et de ne pas sentir qu'en fait c'est la peine. On peut avoir aussi une appréhension de qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Est-ce que je vais le supporter? Est-ce que ça va pas me rendre triste? Est-ce que ça va pas être polluant finalement pour moi? Et ce qui est génial à l'ASP, c'est qu'on est au sein d'un cadre qui est bien tenu et on va pouvoir se soutenir les uns les autres. C'est vrai que le bénévolat d'accompagnement de fin de vie, ça peut être un bénévolat très particulier qui, vu de l'extérieur, peut faire un petit peu peur. Mais en fait, on se rend compte que pendant les visites, c'est pas du tout morbide ce qui se passe. Une fois qu'on fait l'expérience des soins palliatifs, cette image de la mort est complètement dépassée en fait. C'est pas parce qu'on approche de la fin que c'est moins intéressant. Peut-être même c'est là que c'est le plus intéressant, c'est là qu'il y a des échanges les plus vifs, les plus lumineux, les plus honnêtes. Quand on est bénévole, on est formé et on est formé à avoir une juste distance. On ne devient pas un ami, on n'est pas de la famille. On ne peut pas faire ce type de bénévolat si on n'est pas encadré par une structure. Les bénévoles sont d'abord parrainés un long moment et à leur rythme. Et ensuite, il y a ce groupe de parole une fois par mois qui est obligatoire pour tous les bénévoles où on est accompagné d'un psy animateur et pendant 2 heures, on va discuter de nos ressentis. J'ai pris conscience de l'importance du groupe, de l'importance de mon groupe de bénévoles. On n'est jamais seul et dès qu'on a la moindre angoisse, la moindre question, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Ça ne m'a pas marqué au début, quand on m'en parlait, je me disais oui c'est super, je ne suis pas seul mais je m'en fiche. Et en fait c'est très important. Je pense que les personnes malades en fin de vie ou malades ont besoin d'être accompagnées parce que le bénévole est un tiers. Il permet de maintenir un lien social avec l'extérieur et on leur offre ce partage d'humanité. Les personnes en fin de vie peuvent avoir besoin de gaieté. Ce n'est pas que une période triste. On voit d'abord des personnes qui sont vivantes. Il peut y avoir du partage, que ce soit simplement par le toucher ou par la parole. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Ils sont toujours là parmi nous. J'ai vraiment été surprise du partage, de l'enrichissement, du réseau social qui était développé dans cette association. Je pense que j'ai choisi ce bénévolat par intuition, quelque chose qui ressemblerait à ça. Je me sens très riche, et bien plus riche à présent qu'avant de commencer ce bénévolat. Donc c'est pas pour ça que j'y allais. J'y allais pour être utile, pour rendre service. Mais c'est en grande partie à moi que je rends service. Ce qui ressort, c'est pas de la fierté, c'est plutôt... Mais en fait, c'est chouette comme bénévolat. Enfin, c'est pas glauque. Ce qu'on ressent, c'est surtout les bonnes ondes, quoi. La vibration, les choses positives qui se passent pendant ces visites. Je trouve que c'est d'une authenticité, d'une humanité. J'aimerais dire à beaucoup de monde, mais venez, vivez ça. C'est quelque part un cadeau.